Salut à tous, ici Ophélie. Vous êtes sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Martin et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Partir de rien, viser le ciel et atteindre les étoiles. C'est ce qu'a fait Hassan N'Dam, quintuple champion du monde de boxe. Hassan est un homme de défi. Le boxeur franco-camerounais combat ses adversaires, oui. Mais avant tout, il combat la vie, il la défie. Il se fixe ses objectifs, il travaille dessus et il les atteint. Waouh, c'est ce qu'on s'est dit nous aussi. Tombé dans la boxe à 6 ans, en prenant exemple sur son papa lui-même boxeur, Hassan prend une grande décision dès ses 16 ans. Il quitte sa famille et le Cameroun pour venir en France et tenter de se faire sa place dans le milieu de la boxe. Les débuts sont difficiles. Hassan est totalement livré à lui-même. Il enchaîne les petits boulots pour survivre et s'entraîne tout seul dans les rues des banlieues parisiennes. Mais il y croit en son rêve de devenir un jour la personne qu'il veut être, un grand boxeur. Et c'est son état d'esprit de champion qui le mènera au sommet de son art. En professionnel, il compte 41 combats, 37 victoires, dont 21 par KO. Ah oui, on vous rappelle rapidement qu'un combat de boxe anglaise professionnel se déroule généralement en 12 rounds de 3 minutes chacun. Sauf si vous mettez votre adversaire KO. Pour cela, vous pouvez utiliser les coups suivants, le direct gauche et le direct droit, le crochet, gauche et droit aussi, et l'uppercut, gauche et droit aussi. Hassan, dans cet épisode, vous raconte son parcours, puis il revient sur 2 gagnes mémorables, 2 combats qui l'ont particulièrement marqué. Allez, assez parlé, on vous laisse savourer ce récit qui résonne en nous comme un shot de détermination, de courage et de motivation. Très bonne écoute les winners. Bonjour Hassan. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment super content que tu aies accepté de venir nous parler. C'est vrai qu'on s'est rencontrés grâce à un événement organisé par une association 24 pour tous, tous pour un, dont tu es l'ambassadeur. Bien sûr. Aujourd'hui, on est les plus heureux. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et nous parler de ton sport? Alors déjà, je m'appelle Hassan N'Dam, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis multiple champion du monde de boxe professionnel, donc j'ai gagné le titre WBA, WBO, WBC. J'ai fait les Jeux Olympiques 2 fois, donc Athènes en 2004 et Rio en 2016. Combat professionnel, je suis à 44 combats, donc 37 victoires. Je suis le parrain aujourd'hui de l'association 24 pour tous, tous pour un. Tu nous as rappelé ton palmarès qui est quand même plutôt impressionnant, on va dire. Donc tu pratiques, tu l'as dit, la boxe professionnelle. Nous, avec Martin et Clément, on a vu qu'il y avait une différence entre la boxe amateur et la boxe pro. Pourtant, tu as fait les JO et si on a bien compris, c'est les boxeurs amateurs qui font les JO. Beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. À mon époque, en 2004, c'était que les boxeurs amateurs qui participaient aux Jeux Olympiques. Et lorsque je suis passé professionnel, ils ont autorisé maintenant les professionnels à passer aux JO. Et moi, comme je suis un homme de défi, je me suis lancé le défi de participer aux premiers Jeux Olympiques autorisés pour les professionnels. Ce que j'ai fait avec brio. Donc, je suis allé me qualifier avec des boxeurs amateurs qui sont dans le domaine au Venezuela. Et donc, après, à Rio, c'est un peu loupé parce que je l'ai fait avec la sélection camerounaise dans une catégorie qui n'était pas la mienne. Et j'ai été très mal encadré. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, je rencontre le pays organisateur brésilien. Donc voilà, imaginez-vous, en 3 rounds, quand c'est serré, la décision maison prend le dessus. Salut Hassan, à mon tour de te remercier d'être présent parmi nous. Comment est-ce que tu es tombé dans ce sport, la boxe, et pourquoi pas un autre sport? Ouais, moi je suis un fan de sport déjà à la base. Je suis tombé amoureux de la boxe simplement en regardant.
parce que mon papa, il était champion d'Afrique des poids lourds. Tous les matins, il nous réveillait avec un travail de sac dans sa chambre. Et donc, forcément, c'était notre réveil, la boxe. Et on venait regarder. Et à 6 ans, j'ai pris le goût de boxer. Donc, de regarder et d'essayer de faire comme lui. Et un jour, il me dit, essaye de placer tes pieds de cette manière. Essaye de fermer les poings de cette manière quand tu frappes. Et là, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et je lui dis, ramène-moi à ta salle de boxe quand tu y vas. Et donc, tout doucement, j'ai commencé à prendre le virus. Comme ça. Ce qui nous encourageait, c'est que quand on revenait, parce que j'étais pas tout seul, j'avais mes 2 frères qui pratiquaient avec moi. Mais j'étais le plus motivé des 2. Donc, on était 3 en fin de compte. Et mon papa, à la fin de l'entraînement, nous disait, vous les boxeurs, vous aurez plus d'argent de poche parce que les boxeurs ont besoin de beaucoup plus de récupération que les personnes lambda. Ce qui mettait un petit peu de concurrence entre frères et sœurs, mais ça me donnait envie de retourner à l'entraînement le lendemain. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a su en fait nous motiver à sa manière. Et nous après derrière, moi j'ai pris le goût d'aller à l'entraînement et de me perfectionner. Donc tu commences la boxe à 6 ans. Tu te souviens un petit peu de ton premier combat officiel? Parce que je me doute qu'à 6-7 ans, on peut pas taper comme ça. Il y a des règles bien strictes. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ça? Je me souviens très bien de ces moments où ma mère ne voulait pas du tout que son premier fils puisse pratiquer la boxe parce que elle a vécu des moments avec mon père qui ont été très difficiles pour elle. C'est son premier amour, c'est son mari. Et des moments sur un ring où elle voyait prendre des coups, elle voulait pas que son fils puisse vivre le même cauchemar. Pour elle, c'est un cauchemar. Donc ma mère ne voulait pas que je pratique la boxe. Et donc ça a pris du temps pour elle d'accepter ça. Donc forcément, avant de monter sur un ring, j'ai mis 4 ans. Et j'ai mis 4 ans à me perfectionner, à m'entraîner avec mes frères. Et mon père a développé une certaine école de boxe au Cameroun, donc avec d'autres jeunes qui sont venus rentrer dans cette école, qu'il l'a formé. Et ça, c'est devenu un pôle au Cameroun des enfants. Et finalement, on a commencé à créer des compétitions. À 10-12 ans, je me rappelle, à 10 ans, c'était mon premier combat. Ma mère n'était pas au courant que je partais boxer. Mon père nous avait acheté des chaussures montantes de boxe quand on regardait à la télé de Mohamed Ali et tout ça, Rachouga Léonard. Et nous, les tout petits jeunes que nous étions fans, on était contents de mettre la chaussure ce jour-là, mais on l'a pas mis à la maison, on l'a mis à la salle et avec des tenues de boxe. Et quand on a fait le combat, moi j'ai gagné. Forcément, je reviens avec un réchaud tout neuf et une somme de 5000 francs CFA qui équivaut à peu près à 4,50 €. J'arrive à la maison et je lui remets à ma maman ce réchaud et cette somme. Elle me regarde et me dit, tu vas aller à l'entraînement demain. Donc, en fait, la récompense a poussé ma mère à comprendre que, on peut gagner aussi, on peut gagner en faisant ce sport-là. On peut gagner sa vie comme ça. Et donc, maintenant, je vais l'encourager à faire ça parce que voilà, il m'a ramené aujourd'hui un réchaud, je peux faire à manger avec ça et il y a de l'argent aussi derrière. Donc là, ça a été un peu un déclic pour la famille et voilà, ils t'ont poussé à pratiquer ce sport qui t'a plutôt bien réussi. On va se replonger un petit peu dans les années futures. Donc tes premières Olympiades à Athènes en 2004 où tu perds en quart de finale contre le Russe qui lui devient champion olympique. Et après ces Jeux Olympiques, là tu te lances dans une carrière professionnelle où ça y est, tu commences à monter un peu des projets pour faire des combats. Oui, alors déjà, je vais aux Jeux Olympiques. C'est pas facile parce que il faut savoir qu'au Cameroun, on est nombreux dans une catégorie. On veut tous s'en sortir. On veut tous partir aux Jeux Olympiques. On veut tous sortir de la galère. Donc les sélections au Cameroun, c'est une guerre. Je vais dire, c'est une guerre. Donc, c'est une guerre sur le ring, c'est une guerre en dehors. Il faut se donner les moyens. Il faut rester focus sur un objectif. Et j'avais l'objectif de partir aux Jeux Olympiques à Athènes. J'étais encore jeune, mais j'avais les études à côté. Donc, il fallait vraiment redoubler d'efforts. Et je me suis donné les moyens. Et donc, lorsque je suis allé aux Jeux Olympiques, j'étais vraiment préparé pour cet événement-là. Mon combat en quart de finale était un petit peu une déception parce que j'étais une chance de médaille et c'était la porte après ce combat d'être médaillé pour le Cameroun. Et j'ai eu une grosse déception parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et
Après ça, donc j'ai eu des cartes de promoteur au Canada, aux États-Unis, en France pour signer des contrats. Et au moment où j'arrive en France, donc avant d'aller en France, je rentre au Cameroun justement pour en parler avec mes parents. Et j'étais à la porte, je venais d'avoir mon bac, j'étais à la porte de l'université. Et ma mère, elle m'a dit, tu fais un choix. Ou tu vas à l'université, ou tu pars en France, ou tu vas aux États-Unis. Ma sœur lui a dit, je préfère qu'il parte en France parce que il y aura moins la barrière de la langue. Et il pourra apprendre son métier facilement avant de pouvoir prétendre aux États-Unis. Et moi, j'ai dit à ma mère, je préfère partir en France parce que les études, je pourrais le faire n'importe quand. Mais ma chance de pouvoir réussir dans ma carrière, elle est là. Et elle m'ouvre les portes et je pourrais pas la voir plus tard, après les études. Donc, c'était assez compréhensif. Et je suis parti pour une belle carrière. Et arrivé en France, ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été très facile pour moi. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai dormi dehors. Pendant 4 ans, j'ai galéré parce que arrivé en France, ça a été très difficile pour moi. On ne croyait plus en moi. On ne croyait pas en mon potentiel. J'ai redoublé d'efforts. J'ai dormi dans des églises désinfectées, squattées. Et j'ai pas mangé. J'ai mangé des pommes. Je me suis battu. Tous les matins, j'étais dehors pour courir et m'entraîner. Et le soir, j'étais à la salle d'entraînement. Et entre deux, je devais aller travailler dans un garage pour aider le garagiste à aller chercher des pièces détachées. Et à la fin, j'ai 5 € de la journée où ces 5 € me permettaient d'aller acheter mes pommes. Et voilà, je mangeais, je vivais de ça. Et ça a été très difficile. J'ai dormi de maison en maison pour m'aider, pour squatter, voilà. Et à partir de 2008, il y a eu un grand tournoi. Le grand tournoi, ça a été l'élément déclencheur parce que c'était les 32 meilleurs boxeurs français et européens. Et ce tournoi a été organisé en France, à Paris, au cycle d'hiver par les frères Acariès. Et j'ai été le vainqueur de ce tournoi. Je gagnais 20 000 € et normalement, c'était un Hummer, mais le Hummer s'est transformé en Seat Ibiza que j'ai offert à mon entraîneur parce que j'avais pas de permis et que au moins lui, il avait cru en moi et il m'avait permis de me développer dans ce tournoi-là. Et là, j'ai annoncé à Canal+ que ce tournoi était qu'un passage, que j'avais des objectifs d'être champion du monde. Et j'ai tenu ma parole aujourd'hui. Je le suis plusieurs fois et je suis fier de ce que j'ai fait. Ce n'a pas été facile. Mais il y a beaucoup de travail et de détermination derrière. Salut Hassan, à mon tour encore de te remercier d'être présent au micro de la GAN Podcast. C'est une super histoire là que tu viens de nous raconter. C'est une histoire pleine d'embûches, mais tu as réussi à te sortir de cette galère. Hein. Je pense que on peut appeler ça comme ça. On va revenir un petit peu maintenant sur ta gagne, sur un combat qui t'a marqué. Bon, tu as été plusieurs fois champion du monde, donc il y en a plusieurs. Mais il y en a forcément un qui t'a marqué plus que d'autres. Qu'est-ce que tu veux nous faire partager à nous et à nos auditeurs ? Alors, il y a 2. Je vais peut-être être pas très long, mais j'ai 2 combats qui m'ont marqué. Le premier, c'était le 16 décembre à l'île de la Réunion, lorsque je deviens champion du monde contre le champion Alfonso Blanco, qui était vice-champion olympique de Londres. Je suis devant les antennes de Canal+. Déjà, ce combat, je le prépare pendant très longtemps à Miami avec un entraîneur cubain. Et on a étudié comment il boxait, une stratégie. Et la stratégie, c'était juste un gauche-droite. Tout simple. La base de la boxe, tout simplement parce que c'était un boxeur on avait surnommé un barman par son bras gauche, qui était toujours en train de descendre, donc on appelait ça le barman. Il fallait passer entre ce bras à chaque fois que ça descendait, donc c'était une stratégie qui a été mise en place au millimètre près. Dans les vestiaires de l'île de la Réunion, on a répété encore plus cette stratégie 50 fois, juste ce bras 50 fois et plusieurs fois, et donc c'était devenu instinctif. Et pendant le combat, lorsque le gong retentit, donc moi je me permets juste d'observer le peu de temps que je peux, et en 21 secondes, je passe mon gauche-droite, ça passe une fois et c'est terminé. L'anecdote qui est plus importante, c'est que je m'arrête et les antennes de Canal, ils me disent nous on avait prévu 12 rounds, maintenant qu'est-ce qu'on fait?
Vous êtes obligés de venir avec nous et de rester commenter et de nous décrypter votre combat et dans les moindres gestes, il va falloir parler pendant 45 minutes. Parce que ton combat, il est fini en 21 secondes. On ne sait pas quoi faire pour combler le temps qui reste. Donc, c'était assez impressionnant et marrant. Parce que j'ai rien appris de ce combat, il faut le dire. J'ai rien appris. Les seules choses que j'ai appris, c'est que le combat, c'est comme dans la vie, c'est une stratégie. Et il faut appliquer sa stratégie et forcément, quand on y croit, ça marche. Je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Le combat a duré 21 secondes, mais normalement, les règles de ta discipline, c'est des rounds 12 rounds de 3 minutes. De 3 minutes. Donc du coup, t'as mis 22 secondes à l'allumer. Exactement. Donc, j'ai mis 21 secondes à le battre et il fallait combler le reste de temps. Donc, et c'est très difficile pour une antenne j'ai même eu beaucoup de messages d'amis ce jour-là, très contents, mais très énervés. Parce qu'ils m'ont dit, j'avais juste le temps d'aller prendre ma bouteille d'alcool dans le frigo. Quand je reviens, on me dit que c'est terminé. Il dit, j'ai même pas vu ton combat. Donc, c'était quand même, c'était marrant et il me disait, oui, la prochaine fois, essaye de durer un petit peu plus longtemps. Laisse-nous le temps de savourer notre bière. J'avais juste à raconter ce qui s'est passé, à décrypter un petit peu, mais j'ai rien appris de ce combat, il faut le dire. Hein. J'ai rien appris, j'ai pas pris un coup. Donc, il faut savoir que dans un combat, c'est quand on encaisse et quand on prend des coups qu'on apprend. Parce qu'on va savoir la prochaine fois qu'on ne doit pas encaisser ce genre de coups. Et il faut mettre une stratégie et il faut travailler un certain nombre de défenses. Donc, on apprend en perdant, en encaissant. Et là, j'avais pas appris, j'avais rien appris, je n'avais rien à apprendre en tout cas. Et je reviens un peu sur ce que tu as dit. Tu as dit que tu t'étais préparé à Miami. La préparation d'un combat pour être champion du monde, ça prend combien de temps? Alors, la préparation d'un combat tout court, une belle préparation pour faire un championnat du monde ou un combat lambda, 7 semaines minimum. 7 semaines minimum parce que nous les boxeurs, il faut savoir que dans la boxe, que tu sois un poids lourd ou un poids moyen ou un super léger, et je pense que ça doit être pareil dans tous les sports. Lorsque on prépare un combat, il y a une diète à suivre. Et la diète, pour moi, ce n'est pas la dernière semaine du combat, c'est tout au long de ta préparation parce qu'il faut que son corps s'adapte forcément à sa nouvelle morphologie et à son nouveau poids et à son poids de corps et à son poids de forme aussi. Donc, c'est tout doucement en 7 semaines que je peux perdre 7 à 8 kilos, même voire 10. Donc, je vais tout doucement et petit à petit pour me sentir mieux le jour du combat au lieu de faire un cut une semaine avant et ne rien manger, rien boire et se sentir faible le jour J. Ouais, tu préfères adapter sur 7 semaines plutôt que... Du coup, tu es suivi donc par ton entraîneur qui est avec toi durant les 7 semaines et tu es aussi suivi donc avec une diététicienne Je suis suivi par toute une équipe. C'est ça le professionnalisme aujourd'hui pour moi, c'est mettre tous les moyens en place. Je suis suivi par un préparateur physique, j'ai une équipe, j'ai un magnétiseur, j'ai un préparateur mental, un psychologue. C'est important parce que je suis quelqu'un je vais souvent boxer à l'extérieur. Quand je boxe même à Paris ou en France, j'ai l'impression d'être à l'extérieur parce que je suis pas né ici et que si je rencontre un Français, je pense que je vais être moins supporté ou bien supporté que par ceux qui me connaissent ou qui m'aiment bien. Et ça a été le même problème quand j'étais aux États-Unis et que j'avais signé à Los Angeles pendant 3 ans. Je combattais aux États-Unis, mais je rencontrais des Américains. J'avais un promoteur américain, j'avais signé un contrat là-bas, je vivais à Los Angeles, sauf que quand je boxais, j'étais français. J'étais français et j'étais pas américain, je boxais contre les Américains et le public américain supportait forcément leurs compatriotes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dur. Et cette équipe que tu t'es créée autour de toi, est-ce que c'est toujours la même sur tous les combats? Non, c'est toujours à chaque fois lorsque je pars dans un pays ou dans une ville, je change de team. Là aujourd'hui, je suis à Monaco avec la team Ambitious et c'est la team Ambitious qui m'apporte tous les moyens pour pouvoir me développer à côté. Donc c'est toute l'équipe de la team Ambitious, entre le préparateur physique, préparateur mental et diététicienne, l'entraîneur, c'est toute l'équipe qui a été mise en place par Ambitious.
Donc je reviens un petit peu là sur ce fameux KO au bout de 21 secondes. Donc plus de 7 semaines de préparation pour 21 secondes de combat. Ça a été le KO de l'année. Et c'était dans une salle où en plus c'était devant Anthony Joshua et tout ça. Donc ça a marqué un petit peu aussi le public et les grands champions. Ils se sont dit Hassan N'Dam, c'est du costaud, c'est du lourd. Oui, après je pense que 21 secondes après cette semaine de préparation, c'est bien. Ça veut dire que le travail a bien marché. Mais c'est aussi frustrant parce que j'aurais préféré montrer l'étendue de mon talent et de ma préparation parce que j'aurais été bien physiquement, j'aurais peut-être mis beaucoup plus de pression sur le long terme au 7e ou au 8e round et je me serais peut-être beaucoup plus épanoui à faire les rounds parce que je m'étais préparé pour ça que faire 21 secondes. Mais je suis fier de ça parce qu'aujourd'hui, ça m'a classé devant les grands boxeurs comme Mike Tyson, qui est à 36 secondes son KO le plus rapide. Et justement, j'ai été décelé meilleur combat de l'année en 2016. Et devant des grands boxeurs comme Canelo, Golovkin et tout ça, c'est une grosse fierté parce que je rentre dans l'histoire. Pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver les images de ce KO là. On vous les remettra aussi sur les réseaux. Il est incroyable. Mieux pas être en face. Alors, le deuxième combat qui m'a marqué, c'est justement mon premier combat avec la team Ambitious de Monaco. Lorsque je reviens de ma défaite contre Murata au Japon, lorsque je défends mon titre pour la deuxième fois au Japon, je perds beaucoup au niveau mental. Et la personne qui réussit à me remonter mentalement, parce que cette défaite elle a été très dure pour moi, parce que j'étais pas prêt pour ce combat-là. Je venais de le battre pour une ceinture et au moment où j'accepte de lui donner sa revanche, à Miami je tombe sur l'ouragan Irma. Donc qui me casse complètement ma préparation. Avant ça, j'étais en vacances et je suis tombé d'un jet ski et je me suis fracturé la cheville. Donc j'ai dû m'entraîner avec une attelle au pied pour préparer ce combat. J'ai eu beaucoup de soucis qui ont fait que le combat, et je l'ai très mal préparé. Donc j'ai abandonné le combat au 7e round parce que physiquement j'étais pas bien et je préférais abandonner un combat que prendre des coups, que je pense que j'avais encore une grosse carrière devant moi. Et donc je reviens en France. Et j'ai tout de suite Jean-Marc Tosca, qui est mon entraîneur aujourd'hui de la team Ambitious, qui me dit t'as beaucoup de talent, t'as encore beaucoup de choses à faire. Viens chez nous et je vais t'apporter tout ce qu'il faut et je vais te mettre une équipe professionnelle autour. Il a tenu comme parole, donc forcément. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre à connaître. C'est comme un couple, hein. Je redémarrais avec quelqu'un de nouveau et il fallait apprendre à le connaître et ça a mis du temps. On a fait 13 mois sans boxer et le premier combat on le fait en Angleterre pour la ceinture WBC. Après 13 mois sans combattre, j'accepte un championnat du monde et là, contre un grand champion anglais, personne n'a cru en moi, personne n'a cru en ce combat. J'étais le seul avec ma team à savoir qu'on va gagner. Mais vraiment c'est impressionnant. Même mes propres fans m'ont dit tu fais n'importe quoi à aller faire un championnat du monde, tu aurais pu faire un combat de rentrée avant de l'affronter. Et nous, entre nous dans la team, on avait mis un code de repère physique entre nous qui allait de 10 à 0. Et je boxais et tout allait bien. Au 7e round, je dominais mon combat. Mon entraîneur il arrive au 7e round, il me regarde et il me dit combien? Je lui dis 10. C'est qui m'est jamais arrivé. Je lui dis 10 et je lui dis je suis prêt à faire 15 rounds aujourd'hui. Il me dit tu me feras 12 ce soir. C'est pas lui qui impose, c'est normal, je vais faire 12. Et donc il me dit tu me feras que 12 ce soir. Et on se met à rigoler au 7e round, ça se voit à la télé parce que je le revois encore cette scène là et on rigole et je me dis attends mais est-ce que tu te rends compte qu'on est dans un combat de boxe là? On est en train de se marier, on est devant un championnat du monde en train de se marier au 7e round. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que je me dis, on a mis tous les moyens de notre côté pour gagner ce combat. Personne n'a cru que j'allais le faire. Et je l'ai fait avec brio. Au 12e round, je joue, je m'amuse. Et quand le combat se termine, j'étais vraiment encore très bien. Et je gagne le combat. Et voilà, je suis champion du monde WBC aujourd'hui. Et avec la manière, 13 mois après. Et je sais que c'est quelque chose... J'aime bien rentrer dans les statistiques. Je sais qu'il y a
aucun boxeur qui a fait ça. Au domicile, en plus du Britannique, donc Exactement. dans une salle... Comble d'anglais, et les anglais, vous savez comment ça supporte, ça chante, ça insulte l'adversaire, ça hue, et moi, tout ça, c'était derrière. Je ne calculais même pas, même pendant que je le tapais, on était en train de m'insulter, mais je m'en foutais, j'ai dit, oui, donnez-moi la force de le taper encore plus. C'était... Et donc là, à ce moment-là, donc tu récupères sa ceinture. Et là, je pense que c'est une immense fierté de la brandir au milieu de cette foule. C'était une fierté déjà, pour moi, de montrer à tous ceux qui n'ont pas cru en moi que j'étais encore là. Parce qu'on m'avait déjà enterré. On m'a enterré, on m'a donné, oui, il a 35, il a 34 ans, ça y est, il faut qu'il raccroche. Mais j'ai toujours dit, et je le redirai encore, et toujours, c'est moi et moi seul qui pourrais décider de quand je vais arrêter. Parce que je connais mon corps et je connais mes limites. Et j'ai tellement de lucidité pour savoir quand il faut arrêter et quand il faut pas. J'ai eu cette lucidité contre Murata de me dire, je vais arrêter le combat. Parce que je savais que j'avais encore une grosse carrière en face. J'ai vraiment la lucidité de me dire stop à la boxe ou bien stop au MMA. C'est vraiment chouette à écouter, j'adore. Hassan, moi je suis un petit peu perdue dans toute ta carrière. J'ai l'impression que tu es allé partout dans le monde. Tu nous parles de Los Angeles, après Monaco, enfin Miami. Est-ce que tu peux nous redire un peu chronologiquement les différents lieux dans lesquels tu as boxé dans lesquels tu t'es... Pas dans lesquels tu as boxé, mais dans lesquels tu t'es entraîné, en fait. J'ai commencé à la ville de Pantin, dans le 93, avec Mousse, qui a cru en moi, qui m'a amené pendant 12 ans jusqu'au championnat du monde en 2014 même, on va dire, au Canada, contre David Lemieux. Nous avons arrêté notre collaboration en 2014. Donc, il faut voir que derrière, il y a quand même 10 ans qui sont passés entre 2004 et 2014. Et après ça, j'ai signé à Los Angeles. Donc à Los Angeles, j'étais toujours avec Mousse, il faut le dire, et donc je m'entraînais à Los Angeles, et je suis revenu après Mousse à Levallois-Perret, donc avec Youssef Barry. Après Levallois-Perret, lorsque j'ai eu la possibilité de rencontrer Alfonso Blanco en 2016, je suis parti à Miami. Donc je me suis préparé à Miami avec Pedro Diaz pendant 1 an et demi. Donc avant ça, j'ai fait San Francisco chez Vigil Hunter pendant 1 an. Donc ça veut dire que j'ai fait Pantin, Los Angeles, San Francisco, Levallois, Miami, Monaco. Voilà. Belle Ok. carte de visite. Au niveau de la boxe, c'est vrai qu'on n'a pas trop rappelé les règles quand on boxe. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour gagner ? Pour gagner, les règles sont simples. Que ce soit amateur ou professionnel, la règle, c'est la règle du noblard. Toucher sans se faire toucher. Voilà, il faut marquer le plus de points ou gagner par KO en professionnel. En amateur, c'est souvent difficile de gagner un par KO parce que les gants sont rembourrés et avant on avait un casque, aujourd'hui on l'a plus. On se rapproche un peu du côté professionnel, mais on est vraiment dans l'apprentissage en amateur de son métier. Mais en professionnel, si on gagne pas KO, tant mieux. Mais le but vraiment de la boxe, c'est de toucher sans se faire toucher. Pour ça, quels sont les coups ? On a le direct du gauche, direct du droit, les crochets et les uppercuts. Il faut pas frapper en dessous de la ceinture et derrière la tête, le dos, donc la nuque. Il faut viser le visage ? Il faut viser le visage, le corps, le plexus solaire, en fait toutes les parties face de son corps, mais le foie c'est aussi très dangereux. Bien se protéger et comme tu le dis... Ouais, il faut beaucoup se protéger et il faut surtout privilégier la défense que l'attaque. Moi, c'est ce que je pense. Aujourd'hui, même quand je parle aux enfants, c'est toujours privilégier la défense que l'attaque. Pourquoi ? Parce que simplement, n'importe qui peut frapper. Même ma grand-mère s'est frappée. On ne va pas dans une salle de boxe pour apprendre à frapper, on va dans une salle de boxe pour apprendre à défendre et à mettre des stratégies en place. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on pratique la boxe. C'est pas pour apprendre à frapper, c'est pour apprendre à se défendre.
Et il faut aussi rappeler que c'est un sport qui est hyper physique, hyper cardio. On voit souvent les boxeurs enchaîner de la corde à sauter, voilà, pour être hyper dynamique sur les jambes, quoi. Oui, non, la boxe, c'est vraiment un sport qui sollicite toutes les chaînes musculaires, toutes les chaînes du corps. Donc, c'est même pratiqué par beaucoup de personnes, des personnes âgées, des femmes, des enfants. Et il faut développer ce sport dans les quartiers, parce que la boxe, je parlerai pour moi, m'a permis d'être une personne aujourd'hui, un homme, et ça m'a donné une hygiène de vie et une ligne de conduite exemplaire. C'est le sport qui m'a donné cette conduite. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les quartiers sensibles, on devrait promouvoir le sport, on va dire en général, mais pourquoi pas la boxe, au lieu de laisser les jeunes traîner dans les quartiers, essayons de les amener dans les salles de sport. Donc oui, comme tu le disais, toi, la boxe, ça t'a permis de te construire. Qu'est-ce que tu prévois pour la suite, du coup, de ta carrière ? À quel âge un boxeur s'arrête ? En règle générale, tu l'as bien dit, c'est toi qui décideras quand tu t'arrêteras. C'est très bien que tu te sois rattrapé. Non, Alors, en règle générale, la boxe, c'est 35 ans. On va dire 35 ans. Moi-même, je m'étais fixé cet âge-là. Je m'étais fixé 36. Donc, c'est mon âge que j'ai aujourd'hui. Tout simplement parce que comme j'ai commencé la boxe à 6 ans, je me suis dit 30 ans de belle carrière et de sport, ça aurait été stable pour moi. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'énergie à défendre et à en donner dans ce sport que je trouve magnifique. Je me suis dit, aujourd'hui, la boxe, ça dort un peu en France. Et pourquoi pas se donner un autre challenge et de partir de champion du monde de boxe à 0 en MMA et reprendre tout à 0. Et là, il faut beaucoup d'humilité, de se dire on ne sait rien et il faut tout réapprendre. Et le MMA aujourd'hui, c'est un objectif très important pour moi. Je suis je suis le premier boxeur français à me lancer dans ce challenge, et je suis peut-être une plus-value importante parce que forcément beaucoup d'autres boxeurs vont voir ce que je fais et vont se dire je vais peut-être faire comme Hassan N'Dam et aussi aller faire le MMA. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a un gros attroupement de boxeurs qui se lancent au MMA aujourd'hui parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait. Mais je suis pas une valeur sûre. Je suis pas une valeur sûre simplement dans le sens où c'est pas parce que j'ai décidé de faire ça que ça va forcément marcher. Mais c'est important pour l'image que j'ai de le faire bien, parce que si je le fais bien, forcément ça donnera un gros potentiel de boxeur en France dans le MMA. Et donc aujourd'hui, je sais que je sais rien faire en MMA, je sais pas lutter, je sais pas faire du grappling, je sais pas faire du jiu-jitsu, et là j'ai repris tout à 0. Oui, c'est vrai qu'il faut le dire que le MMA, au départ, toi tu étais en boxe anglaise, donc du coup que les points. Le MMA, c'est bien plus, il y a bien plus de coups. On peut faire avec les pieds, on peut aller au sol. Donc, comme tu as dit, il y a du jiu-jitsu, il y a de la lutte, il y a quand même pas mal de choses. Donc, c'est vraiment tout pour toi à réapprendre, à part les points, mis à part les points. C'est tout mon corps que je réadapte, en fait. Il faut le dire, hein, il y a toutes les formes de corps au sol. Nous, les boxeurs, moi, j'ai été habitué et je suis baigné dedans. C'est lorsqu'on boxe, quand on a le dos qui touche le sol, on est KO. Et on prend son temps pour se lever. Là, en MMA, lorsque ton dos touche le sol, il faut se protéger parce que c'est un autre c'est un autre sport qui se met en place. Ce qui m'a plu dans ce sport, justement, c'est ça. C'est le fait, comme son nom l'indique, MMA, c'est le mix martial art. Et c'est le mix de plusieurs sports. Le mix de tous ces sports-là qui est vraiment excitant. Parce que déjà, moi, je boxe étant debout, mais il y a les jambes qui peuvent arriver. Et lorsqu'on est contre la cage, il faut se mettre tout de suite à la lutte. Et lorsqu'on est par terre, il faut tout de suite se protéger et passer au grappling ou au jiu-jitsu et faire des clés. Donc, toutes ces choses-là, il faut que son corps se réadapte. C'est un autre traumatisme. Et le corps doit s'adapter à ça. Et c'était très difficile pour moi au niveau cardio, déjà. Parce que je me suis dit, je me reconnais pas. Je fais des 12 rounds en boxe de 3 minutes. Et là, on a 5 minutes, mais que des 3 minutes, des 3 rounds, des 5 rounds. Je dis, c'est pas possible que le cardio soit autant affecté. Mais si, parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu as une date à nous donner un petit peu d'un futur combat à MMA ?
pour nos auditeurs? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'organisé ou pas? Dans ma lancée dans le MMA, donc j'ai tout de suite signé avec la meilleure fédération de MMA en France, donc Ares. Donc j'ai signé 4 combats avec Ares et mon premier a été déjà annoncé pour le mois de décembre. Pourtant, au départ, lorsque j'ai signé avec Ares, je leur ai demandé de me laisser 18 mois et de commencer au mois d'octobre ou novembre 2021, comme ça le temps d'apprendre bien mon métier et avec le travail acharné et l'envie, parce que je prends toujours du plaisir quand je fais quelque chose et je le fais à fond, et avec l'envie et le travail, on a trouvé que je progresse rapidement et que j'étais prêt pour boxer au mois de décembre. Donc rendez-vous décembre 2020 à Paris. C'est ça. Pour le premier combat d'Hassan N'Dam en MMA. C'est ça. Conor McGregor au programme ou pas? Bah, c'est ma catégorie, donc je pense que on va se laisser un peu de temps. Ça sera un objectif pour toi de combattre contre lui? Ce sera un objectif de combattre les meilleurs. Moi, je suis un perfectionniste. Je suis quelqu'un je vais toujours chercher les meilleurs, comme j'ai toujours cherché en boxe, j'ai toujours cherché en MMA. J'ai envie de combattre les meilleurs. Et Conor McGregor ou bien un autre, ce serait vraiment l'apothéose pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ma carrière en boxe. À MMA, j'ai envie de prendre du plaisir. Et rencontrer ces gens-là, ce serait un plaisir. Bon, en tout cas, Hassan, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Hein. Nous, on sera devant la télé. Si jamais c'est diffusé, il n'y a aucun problème. On sera derrière toi. Ça, c'est sûr. Tu peux compter sur nous. On aimerait déjà te remercier pour tout ce que tu nous as dit à nous et à nos auditeurs. Et si jamais tu avais un peu une morale de ta carrière, parce que t'as pas forcément, t'as une très grande carrière, mais elle est pas forcément finie. Ça serait quoi comme morale que tu dirais, que tu pourrais faire partager à nos auditeurs? C'est fixez-vous des objectifs, donnez-vous les moyens de les atteindre. Quand on vise le ciel, et si on atteint les étoiles, soyons fiers. Merci Hassan, c'est vraiment une très belle leçon de vie. Moi, c'est vrai que je vois en face de moi un homme qui est très calme et pourtant qui a une profonde détermination et qui a envie de tout casser. Non, mais c'est vrai, c'est marrant de voir quelqu'un de très calme et à la fois qui est ultra déterminé, quoi. C'est toute l'histoire de ma vie. Je me sers souvent de mon passé, de mon vécu pour devenir pas méchant, mais pour devenir compétiteur. Je suis un compétiteur dans l'âme par rapport à mon histoire, par rapport à mon vécu. Je veux combattre la vie. J'ai une revanche à prendre sur ce qu'elle m'a fait subir. J'ai toujours cette détermination, que ce soit dans le sport ou dans la vie. Mais je suis quelqu'un d'assez gentil et très gentil même dans la vie active. Mais le problème, c'est que parfois, je me reconnais pas quand je me regarde boxer. Tu te transcendes. Et je trouve que t'es très humble aussi. Enfin, voilà, t'es hyper accessible et enfin. Je sais où je viens, je sais d'où je viens et c'est représenté souvent certaines associations d'enfants malades ou de personnes à mobilité réduite. Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Pourquoi est-ce que je devrais en faire plus que ce que je suis? Après la boxe, je deviens une personne lambda comme vous, comme moi. Donc je ne peux, excusez-moi du terme, je peux pas péter plus haut que mon queue. Je préfère rester où je suis à ma place parce que demain tout ça va s'arrêter, c'est éphémère. Tout ça va s'arrêter et au moment où ça s'arrête, on va chercher les gens et on les verra. Merci Hassan pour tout ça. On a une question signature. On demande généralement de nous donner 3 adjectifs pour décrire la gagne que tu nous as fait partager. Comme je le disais tout à l'heure, détermination, travail, courage. Il y a beaucoup de courage parce que il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et pour ça il faut beaucoup de courage, il faut de la détermination. Tout ça réuni donne la gagne, forcément. Merci beaucoup Hassan. Merci Hassan en tout cas et puis on te soutiendra dans tous tes projets. Franchement c'est incroyable. Merci à vous. Cette matinée que tu nous as fait passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hassan. Merci. À bientôt j'espère. Cet épisode est terminé les winners. On remercie encore Hassan pour sa gentillesse et le partage de sa merveilleuse histoire de gagne. Vous pouvez retrouver Hassan sur son compte Instagram, Hassan N'Dam tout attaché. Avec Ophé et Clément, nous espérons que les victoires de nos champions vous inspirent autant que nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant
@LaGanePodcast. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. Vous pouvez même nous écrire un petit commentaire si le cœur vous en veut. Cela ne vous prend que très peu de temps et pour nous, c'est très précieux. On compte sur vous. Rendez-vous lundi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire de gagne. On reste en contact sur les réseaux sociaux et on vous dit à très vite les winners. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.